Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et ce matin, c'est Patrick Chassagne lui-même qui vient nous parler de l'international et de l'entrepreneur. C'est bien ça, Patrick. Et oui, en effet, c'est une question qui nous est souvent posée et avec des entrepreneurs qui dirigent des entreprises de taille très différentes. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je me développe à l'international? Et donc, c'est toujours une occasion pour nous d'essayer de résumer ce qu'on pense d'un sujet qui a été évoqué avec des gens qui sont confrontés à ça dans ces chroniques. Et donc, je vais essayer aujourd'hui avec vous de répondre à quatre questions sous un chapeau complet, hein. Faut-il avoir le monde comme horizon? Et donc, on peut détailler des sous-questions qui sont pourquoi se développer hors de ses frontières? Est-ce que c'est différent de la croissance domestique? Comment est-ce que on peut le faire? Quelles sont les méthodes et les caractéristiques des différentes méthodes? Et puis, est-ce que c'est risqué? Parce que, ben, vous posez certainement cette question, comme souvent. Alors d'abord, je vous ramène à un article publié dans Les Échos, un dossier intéressant, assez fouillé, avec plein d'exemples. 14 janvier 2025, donc c'est récent, vous le trouvez sans trop de difficultés. PME ETI, l'art d'aller chercher la croissance à l'international. Alors c'est intéressant parce que ça va rebondir sur une des premières raisons pour lesquelles on imagine la potentialité d'aller se développer, c'est pour chercher de la croissance. Comme si peut-être on avait épuisé la croissance de son propre pays ou qu'elle était devenue plus difficile. Et donc, si on passe à cette première question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais emmener mon entreprise sur des sentiers éloignés? Il y a en fait quatre principales raisons à nos yeux. La première, c'est que ça peut accélérer votre croissance. Et quand je parle de croissance, c'est pas forcément la croissance du chiffre d'affaires, mais bien sûr aussi la croissance du chiffre d'affaires. C'est que c'est la croissance dans toutes ses dimensions, dans votre projet entrepreneurial. Et la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est cohérent avec mon stratégie? Parce que se développer à l'international, ça n'est pas une décision qu'on prend comme ça sur une simple opportunité, un voyage, une rencontre, etc. C'est au cœur même ensuite de votre stratégie. Et donc, ça veut dire que vous êtes embarqué dans ce mouvement pour plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, c'est une décision qu'il va falloir prendre de façon mûrement réfléchie. Mais bien sûr, il y a une accélération dès lors que on va s'éloigner des côtes, on va pouvoir attraper le vent du large. On peut le faire pour diversifier ses risques. Hein, on le voit aujourd'hui, notamment sur des raisons d'aller aux États-Unis pour beaucoup d'entreprises qui sont frappées de plein fouet par les conséquences de la gestion du Covid et les conséquences de la gestion de la guerre en Ukraine, notamment pour les sujets d'explosion des coûts énergétiques. Il se trouve que les coûts énergétiques, notamment en Allemagne, mais également en France, sont en train de devenir très élevés. Ça dépend avec quelle énergie vous utilisez dans vos process, mais si vous avez des process industriels, vous pouvez utiliser des énergies comme le gaz, par exemple, qui reste la meilleure énergie pour chauffer et qui a explosé littéralement en prix depuis la guerre en Ukraine. Donc, problème. Mais vous pouvez aussi tout simplement être dans une supply chain qui, elle, souffre de ces coûts énergétiques ou, disons, des différents coûts qui se mettent en place, y compris d'ailleurs les droits de douane imposés par les USA. Donc, beaucoup d'entreprises européennes en ce moment créent ou développent, et on a des questions toutes les semaines sur ce sujet-là, faut-il développer une filiale aux États-Unis? Et l'idée, c'est de diversifier ces risques en n'étant pas, évidemment, tributaire d'une seule zone économique comme l'Europe, par exemple, mais les Asiatiques se posent la même question pour se développer hors d'Asie. Une autre bonne raison, c'est d'accéder à de nouvelles ressources et à des innovations. Parce que, évidemment, quand on va partir à l'international, on va découvrir des choses qui sont différentes et qui, pour certaines, sont très efficientes. Et donc, on pourra rapatrier ces innovations, on pourra rapatrier ces façons de faire
éventuellement rapatrier des ressources lorsque on va s'intéresser à comment font les autres. Et donc, notre conseil, c'est qu'il est toujours bon de mettre la tête à la fenêtre plutôt que de regarder uniquement comment ça fonctionne à l'intérieur de votre entreprise. Vous pouvez aller voir comment ça marche à l'extérieur. Enfin, vous avez un vrai bénéfice à élargir les horizons de votre projet entrepreneurial. Ça peut être pour donner des opportunités de s'accomplir à des collaborateurs qui commencent à être à l'étroit dans leur job ici. Ça peut être pour recruter de nouvelles générations qui ont cet esprit international et qui vont ramener finalement une approche différente dans la conception de leur mission, même au sein de votre entreprise. Ça peut être vous-même pour vous dire que vous n'avez pas atteint finalement le sommet de votre réalisation et qu'il y a encore plein de réalisations à faire hors de votre pays ou de votre zone économique principale. Donc voilà 4 bonnes raisons d'envisager de se développer à l'international. Alors, est-ce que c'est si différent de la croissance domestique? Voilà une autre question que vous vous posez souvent. Est-ce que finalement, il ne s'agit pas juste de répliquer mon organisation européenne ou française et d'aller faire la même chose dans un autre endroit? Après tout, eh bien, la réponse est non. La réponse est non parce que vous avez, à l'évidence, euh, un terrain de jeu qui est très connu là où vous opérez déjà et vous le maîtrisez très bien, mais vous allez quitter ce terrain de jeu et vous allez vous retrouver avec d'autres règles et d'autres façons de faire. Alors ça peut être des règles juridiques, mais souvent, c'est avant tout des règles culturelles. Elles sont différentes et parfois incompréhensibles. Et donc, il va falloir apprendre ces nouvelles règles, les intégrer, et pas vous imaginer que votre culture est la culture forcément dominante et, euh, euh, et qui est répliquée partout. J'ai eu récemment un dialogue savoureux avec un chef d'entreprise anglais qui ne comprenait pas pourquoi les banques européennes ne travaillaient pas aussi vite que les banques anglaises. Bah, c'est évident. La banque en Angleterre, c'est un milieu extrêmement concurrentiel dans lequel, si vous n'êtes pas bon opérationnellement, le client va aller voir la banque d'à côté, dont il est peut-être aussi déjà client, donc il n'hésite pas à mettre en concurrence, ce qui garde les banquiers anglais très agiles. En France, par exemple, il n'y a plus que 5 groupes bancaires, plein d'enseignes, mais 5 groupes bancaires, donc des process communs et un vrai intérêt à garder son contrôle de marché. Et donc, par exemple, les banques en France, mais c'est le cas dans la plupart des pays européens, les banques dans la plupart des pays européens sont plutôt moins agiles que les banques anglaises. Bon, bah lui, il vivait ça, ce choc culturel, mais vous, vous le vivrez aussi dans l'autre sens si vous allez, par exemple, vous développer au Royaume-Uni. La logistique devient un point majeur. Euh, c'est rien de le dire, mais on pense souvent que c'est un sujet de supply chain pour les gens qui ont des produits physiques. Mais c'est pas vrai. C'est la même chose quand vous avez des équipes qui font dans des prestations intellectuelles, elles sont simplement sur des fuseaux horaires différents. Et donc, lorsque vous avez des fuseaux horaires qui sont très éloignés les uns des autres, eh bien, vous avez des gens qui peuvent faire des réunions à 6 heures du matin pour que l'autre contrepartie soit présent à 22 heures. Et parfois, c'est vous qui devait être à 6 heures du matin dans une réunion ou à 22 heures dans une réunion. Donc, il est évident que lorsque vous avez ces sujets de développement à l'international, on a tendance à sous-estimer le poids que ça va prendre dans votre vie, dans votre organisation, pour s'adapter au fait de travailler avec des équipes pluriculturelles. Vous le savez, dès qu'on a quelqu'un qui ne parle pas la langue principale de l'entreprise, on bascule tous en anglais. Oui, mais qui parle bien anglais, qui comprend bien en anglais, qui lit les comptes rendus en anglais, eh ben, pour les jeunes générations, c'est probablement plus facile, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez des gens qui parlent mal anglais partout sur votre réunion, votre visioconférence, bah, la qualité de ce que vous produisez en réunion, qui est déjà pas forcément formidable, va encore diminuer. Donc, du coup, bah oui, il y a des sujets de logistique. Et puis, Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, euh, c'est un petit peu comme rentrer dans un nouveau segment de marché. Donc, vous imaginez, vous êtes un entrepreneur français et vous avez
un secteur dans lequel vous êtes relativement bon et dans lequel vous pouvez vous dire, bah, finalement, ça marche bien, je vais m'intéresser au secteur d'à côté. Après tout, pourquoi pas? C'est le cas, par exemple, d'un de nos clients qui fait de l'éclairage dans le monde du luxe. Donc, dans les boutiques de luxe, c'est très important d'éclairer de façon très précise le sac à main, le bijou, la montre, etc. Et donc, c'est un métier dans lequel il y a une très haute technicité et dans lequel il y a de très bonnes marges parce que, bien évidemment, il y a peu d'acteurs qui sont capables de faire un travail impeccable. Et donc, lui, dans son segment, bah, finalement, il vit plutôt bien. Il a décidé de descendre un tout petit peu, il a décidé d'aller voir les gens du secteur de l'automobile. Et il est là, il est tombé de sa chaise. Donc, ça, c'est facile parce qu'on est dans sa même langue, avec les mêmes règles, les mêmes procédures d'appel d'offres, etc. Imaginez que vous faites un peu la même chose, c'est-à-dire vous changez de segment. Vous essayez par exemple de toucher les entreprises du luxe, mais au Japon, et bien, tout d'un coup, alors que vous vous sentez compétent, parce que c'est votre métier, et vous découvrez que c'est très insuffisant. Et je vais vous parler d'un exemple dans une minute. Donc, vous voyez, ce côté euh, euh, important, c'est de se dire qu'on va être confronté à l'inconnu, alors qu'au début, on se sent très fort, puisque on ne va à l'export que quand on est quand même, ou à l'international, que quand on est quand même relativement bon dans son métier. Et donc, je vous raconte l'expérience de La Durée au Japon. Alors, La Durée, bah, vous connaissez sans doute, c'est l'inventeur ou le promoteur du macaron. Ce sont des boutiques premium qui se donnent une petite apparence de luxe, dans lequel bah, il y a des beaux décors, il y a des beaux emballages, il y a un service extrêmement poussé pour vous vendre bah, des petits gâteaux sucrés avec plein de couleurs et plein de goûts à un prix très élevé. Mais globalement, c'est toujours plein parce que bah, c'est comme un petit peu accéder au luxe à la française pour plein d'étrangers. Puis c'est pour plein de Français une occasion d'offrir un cadeau qui est vu comme un cadeau très sympa. Et donc, quand ils décident de partir au Japon, vous imaginez bien, le luxe à la française, c'est nous qui allons leur apprendre quelque chose. Eh bien, patatras, figurez-vous que ça s'est pas si bien passé que ça. Je vous livre trois détails, il y en a plein d'autres. Donc, sur les packaging, ils avaient des packaging qui étaient très élaborés. Quand ils arrivent au Japon, les Japonais les ont trouvés très moyens. Donc, autrement dit, la qualité des packaging au Japon est très au-dessus de la qualité des packaging dans le reste du monde, qui fait qu'ils sont arrivés avec leur certitude et ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Ça dégradait l'image. Les gens disaient, ben non, c'est pas du luxe, ça. C'est au-dessus du supermarché, mais c'est pas du luxe. Et donc, ils ont développé de nouvelles boîtes parfois en édition limitée, adaptée au goût japonais pour le détail et pour l'esthétique. Et donc, cette espèce de certitude de on est les meilleurs au monde, elle s'est vite fracassée. Mais ce n'est pas le seul enseignement sur lequel leurs certitudes se sont fracassées. Sur les formats, par exemple. Au Japon, on n'achète pas une boîte de 24 ou 48 macarons, on achète 3, 6, voire 9. Et donc, ils se sont retrouvés avec leur gros packaging et les grosses ventes, ben ça, il n'y en avait pas, quoi. Ça ne marchait pas. Puis les Japonais ne comprenaient pas parce qu'ils ont l'habitude d'acheter peut-être plus souvent, mais des toutes petites quantités. Et donc, parfois au Japon, vous trouvez des fruits vendus à l'unité, dans un joli emballage. Vous voyez, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Un fruit, un emballage. Donc, il a fallu réviser ses certitudes et changer ses formats. Et puis, on était très bon en service client, hein? Eh ben non. Eh ben non. Le omotenashi, pardon pour la prononciation, c'est-à-dire les standards japonais d'hospitalité, de qualité, d'accueil, etc., sont beaucoup plus stricts que ceux qui sont fabriqués en France, qui sont pratiqués pardon, en France. Et donc, il a fallu apprendre à adapter ben, ces processus qu'on trouvait déjà très bons au marché japonais. Donc, vous voyez, même quand vous êtes un acteur très reconnu, un acteur très fort et sûr de lui, eh ben, vous allez découvrir tout un tas de choses nouvelles. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on décide d'y aller quand même, il y a quand même plusieurs méthodes pour aborder ces marchés internationaux. Donc, je vous ai listé la quasi-totalité des méthodes auxquelles j'ai pu penser. C'est un petit peu une liste longue et on va voir ça sur deux slides. Donc,
vous connaissez sans doute déjà tout ça, mais peut-être que ça va compléter. Euh, Vous avez bien entendu la première qui est relativement simple, c'est de faire de l'exportation directe. Donc vous vendez depuis votre propre pays. Voilà, l'investissement est relativement faible, mais vous avez assez peu de contrôle sur ce qui se passe sur vos produits et services quand vous vendez finalement depuis votre base actuelle. Un petit peu plus complexe, l'exportation indirecte, vous passez par un agent, un distributeur ou quelqu'un qui a une plateforme de trading et qui vous embarque. Elles sont parfois digitales, ces plateformes de trading. Elles marchent dans le hard comme dans le soft, mais quelque part, bah, finalement, vous confiez à d'autres le soin de l'accès au marché cible. La franchise, alors bah là, c'est souvent un acteur étranger qui vous approche et qui vous dit, eh ben, écoutez, c'est formidable, moi je voudrais utiliser votre marque en Chine, et qu'est-ce que vous en pensez? Je suis prêt à payer pour ça. Et là, on a un exemple récemment chez un de nos clients, qui est un client industriel avec de l'industrie relativement lourde, qui a été stupéfait de voir un acteur chinois venir lui proposer d'utiliser sa marque et son process, mais en lui proposant de l'acheter pour plusieurs millions d'euros et de recevoir une 5% de la filiale chinoise. Alors qu'il est déjà présent sur le marché chinois à travers des distributeurs depuis une trentaine d'années, eh bien, il y a un acteur qui a repéré que la marque européenne et le process pouvaient lui permettre de se différencier dans le marché chinois. Et donc, ça n'est pas seulement un sujet pour les biens de grande consommation ou les services, ça peut être aussi un sujet pour l'industrie relativement lourde. La licence, bon, bah, c'est une autre façon juridiquement d'organiser finalement ce qu'on peut faire en franchise, mais je le mentionne parce que c'est un droit et des gestions un petit peu différentes. Quelques autres méthodes, vous pouvez créer un joint venture. Ouais, un joint venture, hein, c'est une société commune où vous partagez les risques, les ressources et vous vous mettez d'accord sur la façon de récupérer les fruits. C'est arrivé à un de nos clients qui a eu un très gros marché en Arabie Saoudite l'année dernière. Et en Arabie Saoudite, pour pouvoir recruter du personnel local, il fallait être une société locale. Donc, il a fallu qu'il trouve un acteur local qui accepte de partager avec lui ce projet. Ça lui a coûté relativement cher en termes de points de marge de l'opération. Mais finalement, ça s'est très très bien passé parce que les acteurs en Arabie Saoudite, ils connaissent bien les règles, ils savent piloter finement la façon dont il faut faire les choses. Vous pouvez ouvrir une filiale commerciale. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça coûte pas très cher. Hein, c'est un des moyens finalement peu cher dans la version de base. Vous envoyez quelqu'un sur place dont vous ne payez finalement que l'installation, le visa, les coûts supplémentaires qu'il a par rapport à votre pays d'origine. Et globalement, pour un budget vraiment assez raisonnable, vous avez quelqu'un qui explore le marché pour vous, fait des contacts. Ça peut être une première façon d'aborder un marché que vous ne connaissez pas, de le comprendre en ayant finalement quand même des gens qui vous considèrent comme sérieux parce qu'ils voient que vous faites l'effort d'envoyer au moins une première personne sur le marché. Plus complexe, la filiale de production. Récemment, je parlais avec un chef d'entreprise italien qui a ouvert une filiale de production aux Émirats arabes unis. Et lorsqu'il a ouvert cette filiale de production qui, au départ, finalement, ne faisait que du montage, c'est-à-dire tout était produit en Italie, envoyé jusqu'aux Émirats arabes unis et monté sur place. Mais le simple fait qu'il ait une équipe de 80 personnes pour faire du montage sur place, finalement, les gens se sont mis à leur poser des questions. Il a fallu créer un petit bureau d'études qui n'était qu'une extension du bureau d'études italien. Et puis, ben, 5 ans plus tard, il a une boîte de 200 personnes avec un bureau d'études indépendant et des gens qui sont des locaux qui gèrent très très bien le développement de son entreprise sur le Moyen-Orient. Évidemment, la confiance majeure qui est faite, c'est que vous avez des gens ici, on sait où vous voir, on sait vous visiter, on sait que vous nous comprenez. Et donc, le marché local s'est ouvert, il a fait x10 sur le marché du Moyen-Orient, alors qu'il avait déjà une jolie présence. Et là, donc, c'est un choix, disons, plus mûr, plus lourd, plus coûteux, mais c'est un choix qui a été payant dans ce cas particulier.
Et puis, bien sûr, vous pouvez prendre le contrôle d'une entreprise existante. Là, on est dans des stratégies qui sont des stratégies un petit peu plus élaborées, un petit peu plus coûteuses, mais vous achetez l'acteur local, donc vous devenez finalement juste le propriétaire d'un acteur local. À vous de développer les synergies. Vous avez accès déjà à la base de clientèle. Finalement, dans pas mal de cas, c'est plutôt une bonne solution. Enfin, plus subtil, vous pouvez tenter des partenariats stratégiques, c'est-à-dire des accords de collaboration avec une entité avec laquelle vous vous sentez bien, sans créer forcément un joint venture. Donc, en discutant R&D, distribution ou co-branding. Là, c'est également parmi les méthodes assez légères, assez souples, dans lesquelles, je le rappelle quand même, il faut avoir une très bonne compétence juridique, puisque vous travaillez sur des contrats, qui sont des contrats internationaux, avec les deux droits au minimum et parfois plus de droits nationaux dont il faut prendre en compte. Et donc, ça n'est pas votre avocat habituel qui va pouvoir vous aider là-dessus, c'est les gens qui ont l'habitude de faire ça et qui le font fréquemment, qui sont un petit peu plus chers au passage que les avocats, évidemment, purement locaux. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée ou cette envie d'international? Eh bien, se développer à l'international, c'est un choix stratégique fort. Vous ne pouvez pas décider ça comme ça et voir ce qui va se passer. Vous pouvez le faire, hein, mais ce n'est pas ce qu'on va vous recommander. Même si vous prenez une étape très light pour commencer, très légère, ça va avoir des implications culturelles, ça va avoir des implications sur votre circuit de décision, sur votre façon, etc. Donc, prenez plutôt ça comme un choix stratégique. Bien sûr, les risques augmentent, il faut en être conscient, et ce n'est pas forcément inacceptable, mais il ne faut pas non plus se raconter des histoires. On a, nous, en 30 ans, vu de multiples entrepreneurs français se heurter, par exemple, à des procès massifs aux États-Unis, y compris lors de la première année de leur installation. Bah, ça ne fait pas plaisir, on n'est pas très adapté à gérer ça, mais quand la première année où vous vous installez, on vous réclame 10 millions de dollars tout de suite lors d'un procès, bah, vous avez intérêt à bien bien regarder comment vous allez vous défendre, et ça ne marche pas du tout, du tout, du tout comme en Europe, pour ne prendre qu'un exemple. Et donc, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui autour de nous plein d'entreprises, j'en ai cité quelques-unes, qui ont pris le vent du large et qui en bénéficient. Et donc, c'est des stratégies qui sont parfaitement applicables, y compris lorsque l'entreprise est petite ou moyenne. Et quand on est une ETI, de toute façon, on n'a plus vraiment de choix. Une ETI, c'est, je vous rappelle, hein, plus de 1000 collaborateurs ou plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bah, à cette taille-là, vous ne pouvez plus vous permettre de ne rester que sur vos marchés domestiques. C'est probablement trop dangereux de rester sur un seul marché. Qu'est-ce qui se passe si le marché fait -20 ou juste est attaqué par une nouvelle technologie? Vous prenez d'énormes risques. Et donc, à ce moment-là, vers cette taille de boîte et bien avant, il y a généralement cette ouverture vers le reste du monde. Faut pas trop aller à l'export quand on n'est pas fort. Ça, c'est une espèce de conviction. On pourrait en débattre. Il y a certainement des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Moi, ma conviction, c'est que on va devoir mettre des ressources de façon continue pour que ça ait une chance de fonctionner. Et donc, si on le fait dans un état de fragilité, ben, on prend le risque d'être à court de ressources alors même qu'on n'a pas fini le process. À ce moment-là, on perd tout ce qu'on a investi. Ça ne marche pas. Et donc, euh, ça va avec ma recommandation que c'est une vraie stratégie. Je suis plutôt pas très serein quand un client a juste une opportunité et qui va investir lourdement sur cette opportunité. Une opportunité qui se traite simplement, why not? Même si ça a des conséquences qu'il faut bien analyser. Euh, mais euh, je préfère quand on est déjà fort et qu'on on va chercher de nouveaux territoires. Enfin, je vous rappelle un des principes fondateurs de l'effectuation, c'est la perte acceptable. Donc l'effectuation, c'est cette méthode, et vous trouverez des vidéos sur notre chaîne qui expliquent les principes de l'effectuation. Si vous ne l'avez pas fait, je vous propose d'aller y jeter un coup d'œil. Euh, et dans ces principes, il y a celui de la perte acceptable qu'on peut comprendre, c'est-à-dire de se donner une limite en réalité. Hein, on ne va pas prendre des risques euh, de façon déraisonnable, parce que surtout au début, c'est des petites sommes, puis des sommes plus importantes, puis ça devient plus compliqué, puis du coup, on y passe 30 à 40% de son temps. Et à un moment, il faut être capable de se dire, bon, bah,
Si, par exemple, dans les 2 ans et après plus d'1 million d'euros d'investissement, je n'ai pas un retour visible ou prévisible de mes investissements, bon, bah, je vais prendre un pas de recul et réfléchir. C'est ça la dimension de la perte acceptable, quelle que soit la ressource de votre temps, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit financière ou qu'elle soit autre chose. Il faut raisonner, me semble-t-il, en perte acceptable. Et quand on suit à peu près ces conseils, eh bien, à mon avis, on a une possibilité de vivre de très grandes et de très belles choses, y compris à titre personnel. Je termine par une anecdote d'un de nos plus anciens clients. Il était client euh, au début où on a fondé Melsion. Et moi, j'étais épaté parce que 2 fois par an, il faisait un tour du monde et toujours dans le même sens. Donc, il faisait un tour du monde vers l'Est. Et donc, il partait et il allait voir tous ses distributeurs. Donc, il allait bah, d'abord euh, dans les pays du nord de l'Europe, puis l'Allemagne, puis il descendait vers la Turquie, puis il partait, parce qu'il n'avait pas grand-chose, il allait à Singapour, puis de Singapour, il allait au Japon, puis du Japon, il allait aux États-Unis, côte ouest, côte est, et il rentrait. Et ça lui prenait 15 jours. Et donc, 2 fois par an, il partait 15 jours faire son tour du monde. Et il disait 2 choses. Il dit, il disait, si je vais pas voir mes distributeurs, mais que je les réunis juste une fois de temps en temps en France, c'est pas la même chose. Bien sûr, les faire venir en France, c'est une très bonne idée. On a un pays qui a une image extraordinaire encore à l'international, autant en profiter. D'accord? Mais surtout, quand je vais les voir et que je passe une journée avec eux, eh ben, je vois leurs équipes, je leur présente les innovations, je leur parle de l'entreprise, à tous, pas juste au patron du distributeur. Ils m'emmènent dîner le soir. Évidemment, c'est une expérience personnelle assez sympathique. D'accord? Je m'enrichis de voir tout ce qui se passe dans ce pays que je ne verrais pas si je faisais ça depuis mon bureau. Et on pourrait dire aujourd'hui en visio, à l'époque la visio n'existait pas euh, aussi facilement et aussi peu cher. Mais voilà. Et surtout, quand je reviens, j'ai une somme de choses à raconter à mes collaborateurs. J'ai une somme d'idées que j'ai notées dans mon carnet au fur et à mesure de mon voyage. Ah, on a fait une chronique sur pourquoi faut-il voyager. Vous vous souvenez peut-être. Si vous ne l'avez pas vue, elle aussi, je pense qu'il faut aller la voir. Mais donc lui disait clairement, 2 fois par an, 15 jours, c'est énorme. Ça représente un mois homme où je laisse mes équipes et où je suis en dehors du bureau, mais ça les vaut 10 fois. Et il avait fait pour une PME française de petite taille. Il faisait une partie très significative de son chiffre d'affaires à l'international. Bon, voilà, ne négligez pas le bonheur aussi personnel, en plus du bonheur professionnel. Merci Patrick. Alors comme tu le disais, un mois par an de déplacement, c'est beaucoup, hein. Il y a même une anecdote assez drôle. Comme il dormait dans les hôtels, il récupérait, vous savez, le petit crayon et le petit carnet qu'il y avait dans la chambre à chaque fois. Et donc, quand il rentrait, il allait mettre ça dans son tiroir. Et quand quelqu'un venait lui demander un stylo, parce qu'au mois de septembre, il fermait l'armoire des, euh, des fournitures de bureau pour que ça ne serve pas à équiper les enfants, quand quelqu'un lui disait j'ai plus de stylo, il ouvrait son tiroir et disait tiens, choisis. Singapour, San Francisco, qu'est-ce que tu veux? Dubaï, regarde. Voilà, c'était son petit plaisir personnel. Donc il pillait les hôtels pour Il ne les pillait pouvoir... pas, puisqu'il te l'offre dans ta chambre. Ah oui, c'est vrai. Après, je ne suis pas sûr qu'il en pillait pas aussi quelques-uns. Il faudrait lui poser la question maintenant. La prochaine fois que je déjeunerai avec lui, je lui en parlerai. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'ai juste une remarque pour Patrick. J'ai un client qui j'accompagne avec des webinaires que je l'ai aidé à créer. Et lui, il a appelé sa société Expand Europe. Il amène des sociétés américaines à s'installer en Europe. Avec la différence entre les États-Unis et la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est complètement différent. Et donc, il leur explique ce que tu leur as expliqué, mais dans l'autre sens, avec les règles fiscales et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il va souvent à des salons aux États-Unis pour essayer de trouver des Américains qui veulent s'implanter des startups ou des joint ventures. Voilà. Petite Alors, tu as anecdote. raison. C'est une excellente remarque. Il y a
ce qu'on appelle dans le monde de l'hôtellerie le réceptif. Il ne faut pas se tromper. Être capable d'accueillir effectivement des partenaires étrangers qui viennent pénétrer le marché européen, se développer dans le marché européen, c'est aussi une excellente stratégie. Et parfois, dans un joint venture, on va faire des choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu distribues mon produit dans ta zone où tu es fort, et moi, je distribue tes produits ou services dans la zone où moi, je suis fort. Et c'est des logiques de coopération, tu as raison, merci de le préciser, qui sont extrêmement intéressantes. Ouais, je crois que cette notion de réceptif, cette notion de les Français qui vous attendent au pied de la passerelle est probablement un sujet qu'il faudrait qu'on explore dans une prochaine chronique, parce que c'est un sabre à double tranchant, puisqu'il y a d'un côté ceux qu'on voit au pied de la passerelle et qui attendent tous les Français, qui sont pas forcément les plus compétents, parce que s'ils l'étaient, ils n'auraient plus besoin de se mettre au pied de la passerelle, tellement ils auraient de clients. Et donc, du coup, il faut toujours se poser la question de est-ce qu'ils sont encore au pied de la passerelle malgré les années, ou est-ce qu'ils viennent juste d'arriver et auquel cas on a la chance d'être leurs premiers clients et de pouvoir bénéficier du moment où ils sont encore disponibles. Un très bon sujet de chronique.